Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier ici sur le salon World Efficiency. Alors, s'il y a une date qui aujourd'hui dans toutes les têtes, c'est le 30 novembre 2015, qui est le jour d'ouverture de la COP21. Il y en a une autre qui est dans toutes les têtes, mais plutôt dans le secteur de l'immobilier. C'est le 1er janvier 2020, date de la mise en application de la RT 2020 et donc de l'énergie positive dans tous les bâtiments neufs. Alors, nous allons voir aujourd'hui que certains ont un peu d'avance, et c'est le cas à Rueil avec le bâtiment Green Office, qui est un bâtiment tertiaire à énergie positive. Et j'ai la chance d'avoir 4 invités à mes côtés pour en parler. D'abord, Alexandre Cartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique réalisation Green Office chez Bouygues Immobilier. Green Office, on peut le résumer comme le concept de bâtiment tertiaire vert de la marque, ça serait ça? Oui, Green Office, en fait, c'est une marque déposée par Bouygues Immobilier en 2008. Et donc, ce qui définit un Green Office, c'est un bâtiment énergie positive. À vos côtés, Régis Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint d'Aveltis. Aveltis est une joint venture entre Bouygues et Schneider Electric. Et le mot savant pour décrire son activité, je crois que c'est building manager, c'est bien ça? Expliquez-nous. Oui, tout à fait. On est arrivé au constat que pour bien piloter un bâtiment à énergie positive, il fallait faire une bonne conception, il faut bien réaliser les travaux, et il y a un gros enjeu qui est également en exploitation, suivre le comportement du bâtiment, expliquer comment le bâtiment fonctionne à l'occupant, qui est un acteur très important dans la partie énergie positive. Et donc pour ça, il fallait créer une société qui aille au-delà de ce que faisait le promoteur jusqu'à présent, qui mette un pied dans l'exploitation. Bon, très bien, on va expliquer tout ça en détail dans cet atelier. On continue le tour de table avec Sophie Jaillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des relations extérieures d'Unilever France et vous êtes, avec vos équipes, les heureux locataires utilisateurs de ce nouveau bâtiment. Depuis combien de temps d'ailleurs? Expliquez-nous. On va fêter nous 1 an là, en décembre. Voilà. Bon, très bien, on va discuter de cette expérience avec vous lors de cet atelier. Et puis enfin, à vos côtés, Marc Mokobza, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Asset Management chez DTZ Investors. Alors, en quelques mots, DTZ Investors... Alors c'est un peu du nom compliqué entre le mien et Investors. Donc en fait, nous, on est Asset Manager. On représente les propriétaires en fait, du bâtiment. Bon, très bien. Alors maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de fonctionner de la façon suivante. On va d'abord s'intéresser à la genèse de ce projet. On parlera ensuite dans le détail des atouts de ce bâtiment ou de ces bâtiments, on va le voir, par rapport à d'autres bâtiments tertiaires. Et puis on fera enfin un petit retour d'expérience sur ces quelques mois déjà passés à Rueil et puis les mois qui nous attendent avec éventuellement quelques axes pour la suite. On va commencer par le commencement. Alexandre, racontez-nous peut-être le début de l'histoire et puis le calendrier général de ce projet. Donc, le début de l'histoire, c'est en fait, Bouygues Immobilier a développé un ensemble immobilier de 35 000 m² sur une parcelle RFF. Et en juillet 2011, on a répondu à un appel à concours via Unilever dans le cadre de leur futur siège. Et cet appel à concours, donc, on l'a gagné en septembre 2011. On a déposé le permis de construire en décembre 2011. Et on a attaqué les travaux en juillet 2012 pour le livrer donc à Unilever le 12 décembre 2014 pour la moitié de l'immeuble. Donc il y a 2 bâtiments, c'est ça? Il y a 2... En fait, c'est un ensemble immobilier sécable en 2 bâtiments. Et donc Unilever a, on va dire, une grosse moitié et l'autre moitié est pris par Ingérop et American Express Voyage. Très bien. Je parlais en introduction d'énergie positive, c'est quand même un des axes majeurs de ce projet. À quel moment vous avez décidé de ce choix de l'énergie positive? Parce que finalement, c'était un petit peu en avance sur la réglementation. Alors, est-ce que c'était une volonté de la maison? Est-ce que c'était du marché? Pourquoi cette approche? Donc cette approche, elle est venue déjà dès 2008, où en fait, via l'impulsion de Martin Bouygues, et donc le Grenelle de l'environnement, a été fait comme choix stratégique de prendre l'avance sur la concurrence. Et donc le premier bâtiment énergie positive a été lancé donc, en 2008, livré en 2011, c'est le Green Office de Meudon, un ensemble de 23 000 m². Et donc, fort de ce succès commercial, donc, Bouygues Immobilier a développé cette marque et a proposé, dans le cadre de cet appel, donc justement un bâtiment énergie positive pour justement se différencier des autres promoteurs et créer un peu le business. D'accord. On va continuer un peu sur la genèse de ce projet. On parlera un peu des contours des immeubles ensuite. Régis Rollin, pour qu'on comprenne bien, donc on a expliqué votre métier de building manager en introduction. Vous, à quel moment vous rentrez en jeu? C'est-à-dire, est-ce que c'est au moment où on coupe le ruban? Est-ce que c'est au premier coup de pioche? Est-ce que c'est encore avant? Quel est votre timing? Alors en fait, sur ce projet, il faut bien comprendre que les travaux, que la conception du bâtiment
a commencé avant que la société n'existe. Mais on avait réfléchi, donc avec Schneider Electric et les équipes de Bouygues Immobilier, à la meilleure façon de livrer un bâtiment à énergie positive. Et la meilleure façon, c'est d'avoir une petite équipe dédiée qui suive à la fois toute la conception, tous les travaux, qui s'assurent qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette sur tous les aspects techniques, sur le contrôle énergétique, qui participe à toutes les opérations de réception, faire du commissionnement, du commissioning, de façon à pouvoir garantir dès le premier jour de livraison, dès l'entrée du locataire ou de l'occupant dans les bâtiments, cet aspect à énergie positive. Donc globalement, on peut dire qu'on est pratiquement le seul acteur présent de bout en bout et présent également pendant l'exploitation sur un projet comme ça pour garantir. Nous, on a un contrat avec des clauses bonus-malus. C'est contractuel, c'est ça, c'est un point important. C'est contractuel. D'accord. Et pour ça, il faut bien qu'on puisse vérifier que tout va dans le bon sens. Bon, on en parlera dans la seconde partie. Je continue le tour de table avec Sophie Jaillet. On a évoqué un peu avec Alexandre cette compétition pour ce nouveau siège social. Peut-être en quelques mots, quelle était votre ambition avec ce nouveau siège, le cahier des charges, enfin, quels étaient les points saillants pour vous ? Alors, nous, Unilever, on a un engagement très fort en matière de développement durable. On a un plan au niveau global qui s'appelle le plan Unilever pour un mode de vie durable, qui nous amène à vraiment nous engager dans l'agriculture durable, dans tous les domaines, en fait, avec une mesure très précise de nos engagements. Donc, c'est un plan qu'on a lancé en 2010. Et on va dire que l'espace de travail, le bien-être des collaborateurs, ça en fait pleinement partie. Donc on essaye de développer des sièges vraiment qui répondent aux plus hautes normes environnementales dans tous les pays du monde. Et c'était l'occasion pour nous de le faire. C'était d'autant plus l'occasion que voilà, on s'approchait de la COP 21 avec tous les enjeux. On a tout à gagner à s'engager dans le développement durable. On a plus à ne pas le faire, ça coûte beaucoup plus cher que de le faire. Pardon. Non mais on a compris. Et c'est important, c'est très très important. Donc pour nous, voilà, on a constitué une équipe projet et on s'est lancé dans l'aventure. Et sur l'aspect interne, est-ce que des salariés qui vivent bien dans leur nouveau bâtiment, ce sont des salariés plus innovants, plus créatifs, plus performants? Est-ce qu'on peut faire cette équation-là? Alors, on a doublement innové puisqu'on est passé dans un green office. On était déjà en open space, mais on est passé en flex desk. C'est-à-dire que tous les salariés de l'entreprise ont un poste, mais il n'y a pas de poste fixe attribué aux salariés. Ils sont répartis en territoire d'équipe. Et au sein de ce territoire d'équipe, le matin, quand ils arrivent, ils s'installent où ils veulent. Très bien. Donc c'est ça la vraie innovation. Ça veut dire utilisation de moins de papier, moins d'espace de stockage. Enfin, tout va avec. Tri sélectif. Donc c'était une vraie révolution pour nous. Donc je pense que voilà, quand je regarde le chemin parcouru, je crois qu'on a été des sacrés pionniers et des sacrés défricheurs. Bon, on reparlera de cette notion de confort et du côté agréable de ce bâtiment tout à l'heure. Un mot de Marc pour la partie investisseur. Pour qui déjà gérez-vous ce projet, hein, c'est important si on peut en parler. Et puis pourquoi cette approche innovante, elle est intéressante pour un acquéreur? Alors, moi, je représente en fait deux compagnies d'assurance vie, donc deux grosses compagnies qui sont des acteurs majeurs en fait en France. Et il faut dire que ces compagnies-là en fait achètent en général 3 à 5% en fait de l'argent qu'elles récoltent en immobilier, donc c'est plusieurs milliards en fait d'euros par an. Et elles font face actuellement par rapport à tous les enjeux environnementaux qui existent à une obsolescence de leur patrimoine. Donc le fait d'avoir dans leur patrimoine de plus en plus d'actifs neufs qui sont labellisés, qui sont en avance sur les labels en fait imposés par la législation, pour eux c'est très important. Donc le fait d'avoir un bâtiment en fait green office, c'est un point important dans leur patrimoine. Et si on pouvait en avoir plus, on serait très content. Mais tout dépend en fait des locataires, tout dépend en fait du marché locatif qui peut être compliqué à l'heure actuelle. Très bien. Bon, on a bien compris le contexte, la genèse. On va rentrer en détail dans ce bâtiment. On va essayer de le visiter un petit peu en quelques mots, même si vous pouvez aussi regarder les écrans qui diffusent quelques images. Avec vous, pour commencer, Alexandre. Très concrètement, par rapport à ce qui se fait sur le marché, par rapport à l'existant, quels sont un peu les éléments distinctifs de ce bâtiment? Comment le présenter? Donc pour arriver à l'énergie positive, il faut avant tout que le bâtiment consomme le moins possible. Et donc avec toutes les équipes techniques, on a été chercher des systèmes très innovants, et notamment sans rentrer trop dans le détail,
on est sur de la décentralisation du traitement de l'air, c'est-à-dire qu'on va amener l'air directement à l'occupant. Pour simplifier les propos, un bâtiment assez classique, on a une énorme centrale de traitement d'air qui pulse de l'air qui est un collaborateur ou 1000 collaborateurs. Nous, on va pulser de l'air uniquement là où il y a le collaborateur, parce que donc ces unités de confort individuel, c'est comme ça qu'on les a appelées, sont réglées sur des sondes de qualité de l'air et des sondes de présence. Et donc on va aller toucher directement les consommations propres à l'occupant. Ça, c'est un premier pas en avant. Deuxième pas en avant, c'est qu'on a utilisé donc, les ressources naturelles du site, et notamment 20 mètres sous nos parkings, on a une nappe alluviale. Et donc via cette nappe alluviale, on a procédé donc, à de la géothermie sur nappe, et donc associé à cette géothermie, donc un pompage et un rejet à iso-débit, à iso-volume, tout ça passant via des pompes à chaleur, bénéficiant donc des coefficients de performance, les COP. Ça a permis d'abaisser considérablement les consommations et d'offrir à l'intérieur de l'immeuble une sorte d'inertie thermique assez constante. Tout ça faisant que le bâtiment consomme, pour les connaisseurs, 20 kWh par mètre carré par an, ce qui est vraiment très très faible. En préparant cet atelier, vous m'avez dit finalement il y a 3 principes clés. Consommer moins, on vient d'en parler. Consommer mieux, alors on va peut-être en parler et puis on en parlera sans doute avec Régis aussi. Et puis produire plus, alors il y a une démarche de production aussi voilà, qui est inhérente à ça. Pour arriver à l'énergie positive, forcément il faut produire. Via le site, ce qui s'est tout de suite révélé comme en stratégie énergétique, c'était de placer en surtoiture, donc c'est au-dessus de la terrasse technique, une charpente métallique qui reçoit 4000 m² de panneaux photovoltaïques de dernière génération. Et donc via ces panneaux photovoltaïques, on compense les consommations à l'échelle d'une année. Un mot sur le consommer mieux. Je crois qu'il y a une mise en place de bonnes pratiques, de gestes. Donc en fait, dans le consommer mieux, là c'est un échange avec l'utilisateur où justement on va l'ouvrir sur un livret d'accueil, sur des guides de bonnes pratiques pour que justement le preneur puisse communiquer vis-à-vis de ses futurs collaborateurs. Et également dans le consommer mieux, donc arrive toute la partie garantie de performance énergétique, et donc l'activité d'Aveltis. On va voir ça avec Aveltis. Juste avant, Alexandre, un dernier point. Est-ce que, en termes de conception, un bâtiment comme celui-ci, il est plus complexe à concevoir qu'un bâtiment classique ? Oui. À l'heure actuelle, pour arriver à l'énergie positive, forcément, et abaisser les consommations, forcément, c'est un bâtiment qui est assez complexe. Pour autant, donc dans le cadre de notre démarche de marche en avant, on essaye de réduire un peu cette complexité. Les technologies maintenant deviennent de plus en plus simples. Et donc on essaye maintenant d'amener des bonnes pratiques sans alourdir la technique de nos immeubles. Donc ça, c'est le Green Office de demain. Très bien. On va passer la parole à Régis. Peut-être en commençant sur une question un peu similaire. Est-ce que c'est un bâtiment, alors on a vu qu'il était performant, est-ce qu'il est complexe à piloter? Et puis comment concrètement vous vous y prenez pour garantir cette énergie positive? Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Aveltis, la société donc créée avec Schneider Electric Bouygues Immobilier, s'engage dès le premier jour de la livraison sur un niveau de consommation et également un niveau de production. Quand on parle de Green Office, effectivement, il y a un niveau de consommation, il a été conçu pour 20 kWh par mètre carré et par an, et un niveau de production. Aveltis s'engage sur le niveau de consommation, donc ça veut dire qu'en permanence, on vérifie que toutes les hypothèses qui ont pu être mises sur la feuille au moment de la conception, eh bien, elles sont respectées pendant l'exploitation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de communication à faire vis-à-vis des occupants, de Unilever en particulier, pour expliquer, tiens, il y a des stores qui bougent, pourquoi est-ce que les stores bougent, pour que les collaborateurs puissent comprendre et puissent bien intégrer ce bâtiment. C'est des bâtiments qui paraissent très technologiques, nous on essaye de remettre un peu d'humain à l'intérieur. Alors effectivement, ils sont très technologiques, il y a la géothermie, il y a des dalles actives, il y a des UCI, il y a des stores qui bougent, et là, Aveltis en fait joue pleinement son rôle de building manager et d'energy manager. Donc on vérifie qu'à chaque fois c'est la bonne technologie qui rentre au bon moment pour apporter du confort aux collaborateurs d'Unilever. Donc tout ça demande beaucoup de pilotage, demande un peu d'expertise, demande du logiciel, et en faisant en sorte qu'on respecte les hypothèses de départ sur lesquelles on a également communiqué, eh bien on rentre dans la cible énergétique. Donc ce sont des bâtiments technologiques qu'on essaye de rendre humains en effaçant cet aspect un petit peu qui fait peur de la technologie. Par contre, pour mes équipes, c'est quand même un petit peu compliqué. Il y a des choses qu'il faut prévoir la veille, c'est-à-dire essayer d'imaginer quelle technologie on va mettre en œuvre le lendemain pour assurer le confort.
D'accord. Et quelquefois, il faut communiquer beaucoup vis-à-vis des collaborateurs d'Unilever pour expliquer qu'il y a quelque chose qui peut changer. Bon, on va parler évidemment avec Sophie et Marc tout à l'heure de ce dialogue. Est-ce que ça veut dire, pour donner un peu une image et puis parler un peu de votre parti, est-ce que ça veut dire qu'on ne se voit pas seulement quand il y a des problèmes, mais on se voit aussi au quotidien pour anticiper, pour parler des sujets? C'est un dialogue qui est plus profond qu'on le fait d'habitude sur un immeuble classique? Effectivement, il y a un réel engagement pendant la vie du bâtiment sur le long terme. Comme le disait Marc tout à l'heure, il y a une valeur pour les investisseurs, mais les investisseurs ont une vision long terme. Donc il faut aussi qu'on puisse proposer un service long terme. Pour proposer un service long terme efficace, il faut devancer les problèmes. Donc effectivement, on essaye de casser un peu le rythme habituel de la maintenance multitechnique. On peut dire qu'on se rapproche un petit peu de maintenance multitechnique en faisant ces actes de communication. Alors, de temps en temps, il y a effectivement des corrections à amener et on vient vérifier que tout a été bien fait. Et puis, quelquefois, il faut communiquer pour prévoir. Donc, on a des équipes de temps en temps qui vont voir tel et tel étage pour dire attention, peut-être que demain, il va faire plus chaud à l'extérieur, on aura besoin d'avoir votre ressenti. Et tout ça en collaboration avec Unilever. On ne dit pas qu'on a tout réussi du premier coup, mais on essaye de jouer ce rôle aujourd'hui pour durer. Bon, parfait. On va donner la parole à Sophie sur ce dialogue. Bon, quelle est votre place justement dans ce dialogue? Et vous, quels sont vos objectifs quand vous échangez avec Régis? On va le citer. Comment ça se passe? Bon, ce qui est important quand même, c'est que c'est l'équipe projet. L'équipe projet, elle est à la fois interne, mais elle intègre aussi les équipes de Bouygues, les équipes de Régis. C'est vrai que c'est du dialogue au quotidien et c'est peut-être le fait d'avoir appris à vivre ensemble 1 an avant le déménagement qui a permis de tisser des liens et d'éviter un certain nombre, on va dire, de discussions un peu tendues. Voilà, même si... il peut y en avoir, c'est la vie. Elles sont viriles, et voilà. Non, pour autant, ça c'était vraiment le point saillant, c'était d'avoir un dialogue avant. Nous, notre job à nous, ça a été de mettre en place, d'informer les collaborateurs le plus en amont possible sur les changements qui allaient se produire. Les changements tant en termes de gestion de l'immeuble que de température, tout ça était important. Et il fallait qu'on le prépare très en amont. Quand on a déménagé, c'est vrai qu'on a déménagé un 12 décembre. C'est vrai que c'était très short. Et donc, faut dire ce qu'il y a, on a eu froid. Les premiers mois ont été assez difficiles. Et c'est... Bon, oui, on a eu froid. On est venu travailler avec des moufles. Non, mais c'est vrai. Bon, après. Mais le dialogue s'est instauré. Le dialogue était là. Heureusement, je pense que c'était important. Et on a su trouver une très très bonne écoute dans les équipes de Bouygues au sens large, pardonnez-moi, pour trouver des solutions. Et c'est vrai qu'à partir du moment, les salariés, quand ça allait pas, vous savez, les gens ont tendance à dire, les gens ont tendance à râler quand ça va pas. Ils vous disent pas. Moi, ce que je dis en communication, c'est quand on vous dit rien, c'est que tout va bien. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, quand ça remontait un peu trop, il fallait vraiment être très très réactif. Et c'est à partir du moment où les collaborateurs ont commencé à voir les équipes de Régis se balader dans les étages, un peu de manière proactive, être juste là pour accueillir les questions. Parce que c'est vrai que quand on arrive le matin, qu'on voit des stores qui montent, qui descendent, qui bougent, tout d'un coup il fait froid dans un coin. C'est des choses aussi, par exemple, et ça amuse beaucoup les gens, c'est que si vous êtes dans un espace où il y a de l'électricité pour 20 personnes, si vous tout d'un coup vous vous retrouvez tout seul dans l'espace, il faut faire des gestes pour que la lumière se rallume. Donc voilà, mais tout ça c'est aussi contribuer à un effort en faveur de l'environnement. Et ça, les gens, quand ils comprennent le sens de ce qu'ils font, ils sont beaucoup plus moteurs. Il y a une pédagogie. Vous redoutez pas le prochain hiver, c'est bon. Les questions de froid sont derrière vous. On va avoir des Canada Goose offertes par. Non, pas du tout. Franchement, on a passé un excellent été. Voilà, parce que il fait froid l'hiver, mais dans un immeuble comme ça, il y a je pense, je n'utilise pas les bons termes, mais une surface vitrée qui est très importante. On pouvait redouter vraiment la chaleur. Qui était en plus, et comme on était en face, on était avant en face à 50 mètres, on a vraiment souffert de la chaleur. Et là, on a eu un été, mais délicieux, vraiment. Très bien. Parfait. Je vais passer le micro à Marc parce que les intérêts de l'acquéreur ne sont pas forcément les mêmes que ceux du locataire, ni ceux du
promoteur, de chaque intervenant. Donc, pour l'acquéreur, qu'est-ce qui est important dans ce dialogue, dans cette façon dont se vit le bâtiment, et puis quels sont ses intérêts? Alors, il faut voir, c'est que les intérêts en fait du propriétaire sont à mon avis assez similaires que les intérêts en fait des locataires. Notre métier à nous, c'est d'avoir en fait des locataires qui restent le plus longtemps dans le bâtiment. Donc, on a un bail qui a été signé avec Unilever en fait, pendant 9 ans, et le travail qu'on fait actuellement, parce qu'on est présent, même si le bail est signé, moi je suis présent personnellement, mon équipe est présente au quotidien, en fait, aux côtés de Régis et de l'équipe en fait, d'Unilever qui gère le bâtiment. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que le locataire soit content du bâtiment et reste le plus longtemps possible. Et quand on se reverra en fait, dans 8 ans maintenant pour la rediscussion en fait, du bail, c'est qu'en fait, le Unilever tienne compte de tout l'historique des 9 années passées pour dire finalement en fait, le bâtiment, même si au début le démarrage était un peu compliqué, on a eu froid l'hiver, c'est bien passé en fait l'été. Ce qu'il faut, c'est que je pense que ça va se caler au bout d'1 an, et après que le locataire soit content du bâtiment et n'ait qu'une envie, c'est de rester dans le bâtiment à l'échéance du bail de 9 ans. Donc tout le travail qu'on fait, c'est de la présence, du coaching en fait des équipes, parce que nous on intervient avec un gestionnaire d'immeuble et on fait du coaching au quotidien pour que tout se passe bien. On est le fluidifiant, en fait, on met de l'huile dans les rouages pour que tout se passe bien. Alors là on parle beaucoup d'Unilever, par contre le bâtiment est plus complexe que ça, parce que c'est un bâtiment qui est multilocataire. On a 3 locataires dedans, c'est Ingérop et American Express Voyage. Et ce qu'il faut, c'est fluidifier la relation, pas uniquement avec Unilever, mais c'est également avec Unilever, avec les 2 autres locataires. Donc ça, c'est un travail d'équipe et ça se passe plutôt bien en fait, sur le bâtiment. Et sur lequel vous êtes en première ligne, enfin sur lequel vous êtes impliqué? Là-dessus, on est en première ligne également sur les relations entre les différents locataires. Alors ce qui est bien, c'est que comme Bouygues Immobilier a qu'une envie, c'est que le bâtiment Rouaille, Green Office Rouaille soit le fer de lance de leur stratégie en fait, des bâtiments Green Office. Donc ils sont présents en fait, pour que ça se passe bien. Aveltis également est présent pour que ça se passe bien. Donc on est tous dans des intérêts convergents pour que le locataire soit content. Parce qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, les locataires sont compliqués à trouver dans le marché actuel. Il faut que le locataire soit content du bâtiment pour qu'il nous fasse de la promotion du travail qu'on fait au quotidien pour eux. Parfait. Bon, on a fait un peu le tour du propriétaire, on a commencé à faire un petit retour d'expérience. J'aimerais quand même qu'on termine cet atelier par ça. Le bâtiment, Alexandre, a été livré en décembre 2014, c'est bien ça? On a évoqué la date exacte tout à l'heure. Nous sommes en octobre 2015. Est-ce que c'est un peu tôt peut-être pour faire un bilan, mais quel regard vous portez sur ces premiers mois de ce Green Office Rueil? Bon, faut savoir que la première année, lorsqu'on livre un immeuble, c'est toujours l'année de mise en service. Lorsqu'on livre un immeuble, on l'a livré en hiver. Derrière, il se passe des demi-saisons, la saison d'été où c'est un changement climatique et notamment on passe du chauffage à la climatisation. Donc c'est assez usuellement, même si l'utilisateur, c'est pas son problème. Effectivement, nous, en tout cas, en tant que promoteur, et ça fait partie de la communication également, la première année est toujours une année de mise en service et de parachèvement. Pour autant, donc, lorsqu'on se balade, nous, sur l'immeuble, on sent quand même que tous les utilisateurs sont contents d'être là lorsqu'on discute, lorsqu'on est à la cafétéria, lorsqu'on discute avec les gens des moyens généraux. Donc pour nous, c'est que positif. Pour autant, il reste encore du boulot. Un mot peut-être sur le Green Office de Meudon, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui est plus ancien, donc vous avez peut-être un retour plus détaillé sur ce qui s'y est passé. Donc Meudon, on l'a livré en juillet 2011. Les 3 premières années, le contrat a été pleinement rempli parce que donc, le bâtiment, sur les 3 premières années, a été estampillé énergie positive via le CSTB. On a émissionné le CSTB pour que les données qu'on donnait soient, on va dire, tamponnées et accréditées. Validées. Et donc les 3 premières années, là on est dans la 4e année, donc les 3 premières années ont été à énergie positive. Le locataire a été super content et pour nous ça a été vraiment également une super vitrine. Bon, très bien. Régis, même exercice. Quel regard portez-vous sur ces premiers mois? Quel tout premier bilan dressé de ce Green Office Rueil? Finalement, moi, je regarde aussi un peu mon portefeuille, parce que quelque part, je porte une promesse, j'ai un contrat avec des clauses de bonus-malus, donc parlons un petit peu d'argent. On est en train de faire le bilan au bout de presque 1 an d'exploitation. Donc moi, je suis le garant finalement du bon fonctionnement du bâtiment dans des hypothèses avec certains niveaux de température et avec un engagement sur le niveau de consommation. Globalement, c'est un bâtiment qui, comme tous les bâtiments, donc, a vécu avec des réserves à lever, des choses comme ça. Ce qu'on a pu faire, nous, au niveau énergétique, c'est
une première estimation de l'impact par exemple, de certaines réserves levées au bout d'un certain temps. Et globalement, on s'aperçoit qu'au bout de 9 mois, on est dans la cible énergétique avec un petit décalage qu'on va appeler un petit écart finalement de mise au point du bâtiment, de compréhension de comment tout ça fonctionne. Donc ça, le locataire ne va pas le supporter, hein, ça va être Aveltis. Globalement, on est quand même content du résultat en disant un bâtiment comme ça, technologiquement difficile à concevoir, hein, on a fait travailler de très bons bureaux d'études, très bonnes entreprises sur tous ces aspects, géothermie, etc. On a pu le prendre en main quand même assez rapidement et avec des petits dérapages de temps en temps liés au levé de réserve, mais globalement, au bout de 9 mois, on est dans la cible, ce qui est quand même un excellent résultat, et avec un bâtiment qui reste un bâtiment extrêmement confortable, où effectivement les collaborateurs ont de bonnes conditions de travail. Justement, c'est peut-être moins quantifiable, mais on a vu que le bâtiment était performant, y compris énergétiquement et financièrement. Est-ce qu'il est aussi agréable? C'est un point important. Quel bilan vous dressez sur le confort? Effectivement, par rapport à ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, il y a eu une éco-conception, on peut l'appeler comme ça, de ce bâtiment, avec un travail sur l'entrée, par exemple, de la lumière naturelle, avec travail sur les épaisseurs des murs pour avoir le meilleur environnement possible, avec un travail aussi sur des choses qui sont en fait du confort doux, hein. Par exemple, les dalles actives font que la température dans le bâtiment ne va pas évoluer de manière brusque, qui est quelque chose qui est important aussi pour les collaborateurs qui rentrent dans un bâtiment dont l'environnement climatique, si on peut l'appeler comme ça, varie doucement au cours de la journée. Donc quelque part, ils ne sont pas pris par surprise. Alors il peut y avoir certaines variations en fonction des étages, c'est certain, mais quelque part, c'est un confort peut-être qui est nouveau aussi, puisque dans les bâtiments classiques actuels, on n'a pas ce genre d'environnement. Donc il faut aussi s'y habituer. Donc ça demande aussi un petit peu d'expliquer. Unilever doit aussi l'expliquer à leurs collaborateurs. Donc je pense qu'avec le recul, mais c'est peut-être Sophie qui pourra nous le dire, avec le recul, il y a ces aspects de confort finalement qui sont assez appréciés par les collaborateurs. Moi, c'est quelques retours que j'ai eus également dans ce sens. Parfait. Sophie Jaillet, est-ce que la vie est belle Green Office dans le Green Office de Rueil? Oui, la vie est belle. C'est vrai que bon, il y a tout le processus de levée de réserve avec un certain nombre de choses à terminer, mais ça prend du temps aussi pour les salariés de s'approprier l'immeuble. Les espaces sont différents. On n'a pas parlé des ascenseurs qui sont des ascenseurs très intuitifs, assez intelligents, qui permettent finalement, quand vous allez prendre l'ascenseur, on choisit son étage, mais une fois qu'on est l'ascenseur après bon, bah voilà, ça avance tout seul. Ça permet de beaucoup mieux gérer les flux aussi de salariés, d'éviter les encombrements. Enfin, il y a plein de petites choses que les gens découvrent au fur et à mesure et apprécient beaucoup. La lumière, avoir de la lumière naturelle comme ça, c'est absolument exceptionnel. Tous les bureaux bénéficient de la lumière naturelle, donc c'est quand même assez rare. Voilà, la lumière est douce aussi. Les équipements sont très très bien. La température, j'en ai parlé, c'est vraiment le point de crispation un peu. Donc c'est bon, on se prépare. Même si à partir du moment où vous êtes deux dans un bureau, ça devient vite le point de crispation, la température, je pense. Ouais, mais en open space, ça se passe pas comme ça. C'est encore plus compliqué. Non, c'est une très belle aventure. C'est une très belle aventure qui a vraiment permis d'éveiller vraiment la conscience environnementale de nos salariés. On le constate nous, hein, on a fait une étude auprès des salariés de fierté finalement par rapport à ce bâtiment et les scores sont très très élevés. Ils vont au-delà de 80%. Voilà, un engagement à trier, un engagement à imprimer moins, à faire attention à sa consommation d'eau. Voilà, tous les gestes qui deviennent absolument indispensables si on veut que les choses évoluent positivement pour notre climat. Parfait. On arrive un peu à la fin de cette table ronde, donc on fera passer un micro si vous avez des questions, évidemment. J'aurais quand même, moi, une question pour chacun, pour terminer. On va commencer par Marc. Marc, est-ce que demain, ce type de bien va continuer d'intéresser les acquéreurs? Est-ce qu'il y a une demande sur le marché pour ce type de projet? Alors pour ce type de bien, ce qu'il faut savoir, c'est que nous on achète environ 600-700 millions d'euros en fait d'actifs par an. Les actifs sont compliqués à trouver et on fait face avec un patrimoine en fait de nos investisseurs qui est obsolescent. Et donc ce qu'ils cherchent à faire actuellement, c'est quand les locataires partent, c'est soit restructurer les bâtiments, soit les vendre. Et en l'occurrence, si demain en fait on avait un bâtiment en fait Green Office avec un locataire de la qualité d'Unilever, c'est sûr qu'on se porte acquéreur très rapidement sur l'actif. Donc il y a un marché qui est en très forte demande, mais tout dépend en fait des locataires. Il faut que les locataires quittent les
bâtiments obsolescents pour prendre en fait des nouveaux bâtiments. Très bien. Peut-être Régis, même question. Et demain, est-ce qu'il y a encore des axes d'amélioration sur ces bâtiments Green Office? Est-ce que vous avez des idées d'innovation qui pourraient être encore apportées? Pas forcément à Rueil, hein, dans l'absolu. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec Bouygues Immobilier, on s'est lancé sur le développement de ces green office qui répondent à une évolution un petit peu aussi sociétale. C'est vrai que le green office parle aussi aux jeunes collaborateurs. Donc, je pense qu'à partir du moment où ces gens-là, ces jeunes collaborateurs sont éveillés par rapport à ces solutions, demain, on va en produire, on va en offrir de plus en plus. Alors, la technologie évolue aussi énormément. Et qui dit technologie dit qu'il y aura besoin aussi demain de remettre de l'humain dans ces bâtiments et de simplifier toute la gestion technologique. Donc oui, il y aura demain encore de la place pour des bâtiments Green Office qui vont se piloter de mieux en mieux, avec plus de technologie et besoin aussi de beaucoup plus de services. Finalement, on est passé là d'une période un peu technologique finalement à une période où on va retrouver plein de services qui vont rapporter de l'humain dans la vie dans ces bâtiments. Quelques exemples de services comme ça qu'on pourrait imaginer? Tout le monde connaît par exemple les services de conciergerie qui aujourd'hui se développent un peu partout. On connaît peut-être un peu moins tout ce qui est animation de communauté sur lequel on travaille nous aujourd'hui, créer des petits événements au niveau d'un étage, au niveau d'une équipe, qui fait qu'on casse un petit peu le quotidien du travail et dans la journée finalement chacun a 5, 6, 7 cycles. À un moment où on travaille, où on a besoin d'être concentré, à un moment où on a besoin de téléphoner, à un moment où on travaille en équipe et puis il y a des moments où on a besoin de se détendre. Et quelques petites animations comme ça permettent de se retrouver avec son propre rythme. Et demain, la vie dans les bureaux, ça va être ça aussi. Donc on développe ça, en plus de la technologie, remettre de l'humain dans les bâtiments, ça va être ça le développement de demain. Parfait. Alexandre, je parlais de 2020 en introduction, on va peut-être pas aller jusque-là, mais où est-ce que vous pouvez encore innover dans le Green Office? Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'au catalogue Green Office, il y a 13 réalisations, 3 déjà livrées, 5 ou 6 en cours et le solde à venir. Et donc le Green Office de demain, en fait, on va s'approcher vers le bas carbone. Sur un immeuble Green Office à l'heure actuelle, très technologique, beaucoup de béton pour beaucoup d'inertie. C'est sûr que le bilan carbone de construction n'est pas l'idéal. Et donc le bâtiment Green Office de demain, c'est d'aller vers le bas carbone et notamment un Green Office en bois. Et donc on a à cœur de mener sur la ZAC des Batignolles le premier Green Office de Paris qui serait en bois. Donc ce ne sera pas uniquement esthétique, hein. Il y aura aussi une démarche d'analyse de cycle de vie, c'est ce genre de et surtout sur la durée de la construction. Un Green Office est très vertueux sur le cycle de vie post-construction, mais c'est vrai qu'encore sur la construction, encore une fois, via ses caractéristiques intrinsèques, a un bilan carbone de construction pas très favorable. Est-ce que ça veut dire qu'un bâtiment comme Rueil, dont on parle aujourd'hui comme un bâtiment pionnier, innovant, demain, après-demain, ce sera la norme? De fait, par la réglementation thermique 2020, donc 100% de la production en bâtiment neuf devra être à énergie positive. Donc c'est pour ça que Bouygues Immobilier a pris une large avance sur la concurrence. Bon, on aura peut-être l'occasion de parler de ce Green Office en bois dans un prochain atelier. En attendant, on va ouvrir un peu la séance de questions. Alors nous n'avons que 2 micros, donc il y a un petit peu de gymnastique. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, juste ici, premier rang. Je vais céder mon micro dès lors. Bonjour, j'aurais voulu savoir, pour le développement durable, souvent on parle à long terme, et le long terme c'est aussi la déconstruction et la rénovation. Est-ce que vous avez fait des projets là-dessus pour tout ce qui concerne les matériaux, etc. Alexandre, peut-être? Il faut savoir que dans le cadre de nos modes constructifs, on réfléchit forcément à l'ensemble de l'opération et on fait un bilan carbone sur la durée de vie totale de l'immeuble. Tous les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux qui sont réutilisables. On va travailler avec des produits variés, avec de l'aluminium, avec du bois, forêt certifiée, avec du béton. Et après, donc, là où on pourrait être un peu critiqué, pour l'instant, c'est sur les panneaux photovoltaïques, parce que c'est vrai que le cycle de vie des panneaux photovoltaïques est un peu compliqué, mais bon, la filière doit progresser là-dessus. Mais donc voilà, à part ce point-là, donc on réfléchit pleinement à tous les matériaux qu'on met en place, parce que ça serait aberrant de montrer un Green Office donc qui se veut être le summum de l'environnement en mettant des matériaux complètement obsolètes. Parfait. Est-ce qu'on a une autre question? Je crois qu'il y avait un monsieur, oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, en fait, dans les consommations que vous annoncez, c'est sur le calcul théorique réglementaire, non, je suppose, à 19 degrés de température, et peut-être que, compte tenu des usages, vous avez peut-être été amené à revoir la température de fonctionnement
Et comment vous avez été amené à communiquer avec vos collaborateurs entre ce qu'ils vivent chez eux, peut-être en termes de température, et ce qu'ils vivent dans votre nouveau bâtiment performant? Peut-être Régis pour commencer, et puis un mot de Sophie ensuite. Alors effectivement, quand on développe une opération comme ça, il y a un premier calcul, on va dire, tant qu'on ne connaît pas l'utilisateur, le locataire, il y a un premier calcul avec des hypothèses. On fait comme tout le monde, on prend les hypothèses au début du calcul RT. Mais aujourd'hui, sont des approches contractuelles. Donc à un moment donné, quand on signe le BFA, on a rentré dans le moteur de calcul les hypothèses au plus près de ce qui va être la vie dans le bâtiment. Donc ça veut dire qu'on a été voir Unilever quand on a signé le BFA en disant bon, le 19 degrés, honnêtement, c'est pas viable. Je sais pas quelle est votre température dans vos bureaux, mais si vous me dites que vous êtes à 19, très bien. Je vous fais un green office qui consomme peu. Non, on est monté à 20, on est monté à 21, et puis après, en fait, on a aussi développé chez Bouygues Immobilier un logiciel qui permet d'ajuster le niveau de consommation en fonction des hypothèses réelles. Alors, je sais qu'il y a certains endroits où on veut un peu plus de température. Donc, clairement, au niveau de l'infirmerie, au niveau de ces choses-là, on ne va pas se satisfaire non plus de 20 degrés. On respecte le 26 degrés l'été, par exemple, mais toutes ces hypothèses-là, on n'est plus là dans le calcul RT. On est dans des hypothèses au plus près de la vie du bâtiment avec son locataire. Et c'est ce chiffre-là qui est contractuel. Par contre, on respecte quand même un certain périmètre d'usage. C'est-à-dire qu'on retrouve là le périmètre d'usage RT. Donc effectivement, il y a certains usages qu'on peut très difficilement modéliser. Des salles serveurs, des choses comme ça, au départ, on a du mal à savoir combien tout ça va fonctionner. Et donc, on le sort du périmètre qui est garanti. Par contre, on peut ensuite offrir un service qui est de dire, une fois qu'on a vu fonctionner tout ça pendant un an, on peut le rentrer dans le périmètre garanti. Donc non, ce n'est pas du calcul RT, c'est du calcul de simulation thermique, donc assez précis, sur les hypothèses au plus près de la vie du bâtiment. Ces hypothèses sont des hypothèses auxquelles on peut déroger. Et si demain on veut un niveau de température différent, on saura remettre le niveau contractuel avec ces nouvelles hypothèses. Ça peut être par exemple des ouvertures de bâtiments différentes, etc. Est-ce que j'ai répondu Oui, il reste la communication aux salariés. Alors, oui, merci pour cette réponse. C'était en plus à quel niveau de température vous avez fini par contractualiser justement sur cette notion de... C'est assez constant dans tous ces bâtiments modernes, ces problématiques de perception de froid, elles existent en général. Et c'est vrai qu'il y a un dialogue à avoir avec l'utilisateur pour savoir lui à combien il accepte de fonctionner, et ensuite que lui gère ses salariés pour savoir si eux acceptent de fonctionner à cette température contractuelle. Oui. Alors, l'été, donc, on a une température de confort qui est la température légale de 26 degrés. Et donc, on est monté à 20 degrés l'hiver, sauf dans certains locaux spécifiques, où on a pu monter encore. Et sachant que ponctuellement, le temps que les collaborateurs s'habituent, on a pu monter à 21 degrés, je crois, dans les premiers mois. Il y avait aussi des problèmes de réserve. Donc, on a pu aussi monter la température, qui explique un petit peu aussi quelques dérives, de façon à ce que les collaborateurs d'Unilever s'approprient aussi le bâtiment. Donc, c'est vrai qu'il y a il faut beaucoup d'explications par rapport à ces nouveaux bâtiments et à ces niveaux de confort, et demande de l'explication, tout à fait. Sophie ? Je rajouterais juste que du point de vue de la communication, c'est important de gérer les attentes des salariés, parce que quand vous avez les salariés qui commencent à amener leur thermomètre au bureau et qui vous disent regarde, là il fait, et regarde, là il fait, voilà, tant de degrés. Donc c'est important aussi d'avoir un dialogue, et c'est vrai, je le redis et je le redis, le fait qu'on ait eu les équipes, vos équipes, qui se baladaient dans les allées et qui donnaient des explications aux salariés, ça permet vraiment de faire baisser le niveau, on va dire, d'inquiétude, et ça s'est bien passé. Je crois qu'il y a une autre question. Allez-y. Oui, bonjour. Il y en aura une autre encore après, au fond. Ah non. Deux questions. Lequel des deux postes, chauffage ou climatisation, représente la plus grosse consommation énergétique? Et puis la deuxième question, on sait que dans les bâtiments tertiaires, une grosse partie de la consommation est due aux équipements informatiques. Est-ce que vous avez comptabilisé ces consommations pour les comparer avec les consommations réglementaires? Est-ce que vous avez fait des efforts particuliers sur ces aspects? Alors, qui répond sur ce point, Régis, encore? Ou Alexandre? Alexandre, peut-être pour commencer.
Donc au niveau des consommations, le premier poste, c'est le poste éclairage. Et après, donc, le chauffage et la climatisation, vu qu'on est sur nappe géothermique, sur cet immeuble-là, via sa stratégie énergétique, ils sont quasiment identiques. Mais encore une fois, le premier poste, c'est le poste éclairage. Après, donc, l'autre question, c'était la bureautique. On tient compte, dans le cadre des simulations thermiques, de dégagement de chaleur lié à la bureautique. Donc ça fait partie pleinement du calcul. Pour autant, on s'engage via le contrat de garantie de charge et de performance énergétique sur les usages dits RT. Et donc la bureautique étant dans les autres usages, il n'y a pas de garantie associée à la bureautique. Alors, juste en complément, donc c'est vrai que du coup, sur une facture de 100, on ne garantit pas dans notre contrat la totalité des 100. Pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir garantir, il faut pour qu'il y ait une réalité économique quand même, il ne faut pas qu'on provisionne trop. Et sur certains usages, on ne peut pas prévoir exactement, quand on fait la conception du bâtiment, le niveau de consommation. Par contre, le but d'une société comme Aveltis, c'est de regarder, on a tous les compteurs finalement dans le bâtiment, pour mesurer tout ce qui se passe. Donc le but, c'est demain d'offrir, et c'est quelque chose qu'on fera l'année prochaine, eh bien, une extension du service. On va dire, ben voilà, donc sur la partie réglementaire qui est déjà contractuelle, ben on s'est engagé, on maintient, il n'y a pas de problème. Sur le reste, on va regarder pendant un an comment tout ça fonctionne et on va essayer, avec le locataire, en communiquant auprès de l'investisseur, d'offrir des services pour maîtriser tout ça. Alors là, c'est pareil, les technologies évoluent en fonction du type d'ordinateur. Voilà, vous n'avez pas les mêmes consommations. Mais on peut dire qu'en regardant le bâtiment vivre pendant un an avec les usages sur ces choses qui est difficilement prévisible, dans un an et demi, on saura proposer quelque chose pour maîtriser, de façon à augmenter le périmètre de garantie. Il nous reste quelques minutes pour une dernière question, s'il y en a une, et après, on devra rendre les micros. Voilà, une dernière question, monsieur, au fond. Oui, Raymond Zaria, ingénieur en retraite, merci de me donner la parole. Je suis dans la situation d'un amateur qui s'adresse à des professionnels. Je voudrais savoir si, en dehors du règlement de copropriété que j'ai reçu dans un immeuble, dans un appartement acheté il y a 30 ans, maintenant la nouvelle documentation, est-ce que ça prévoit le livret d'entretien au sens du soutien logistique, sur 30 ans ou plus, et si ça contient aussi la façon d'habiter rêvée qui a été imaginée par les concepteurs, c'est-à-dire sans imposer aux gens d'habiter de cette manière-là. Est-ce qu'il y a une façon d'habiter préférée? J'ai une dernière question, mais vous ne pourrez pas y répondre maintenant. C'est dans quelle mesure ce qui a été fait il y a 30 ans est irréparable ou pas? C'est-à-dire, moi, dans mon immeuble tout électrique, quand le gardien va partir à la retraite, je pense qu'on ne saura plus piloter correctement cet immeuble. Est-ce qu'il est possible de reconstituer la documentation qui aurait pu être faite il y a 30 ans par la Saint-Wim lorsqu'elle a construit quelques centaines d'immeubles de ce type-là? Merci de m'avoir écouté. C'est une question d'ouverture. C'est pour finir qui est expert pour y répondre. Allez, Alexandre sur la première partie. Donc, en fait, associé au bail, c'est beaucoup de discussions en bail. Donc, associé au bail, il y a ce qui définit l'immeuble, c'est son permis de construire et une notice descriptive de l'immeuble qui rentre un peu plus dans le détail de la technique. Et associé à cette notice descriptive de l'immeuble, il y a un principe de fonctionnement et qui va définir comment l'immeuble doit bien fonctionne. Bien sûr, l'utilisateur émet chez lui, il a le droit après de déroger à ce principe de fonctionnement et après à des hypothèses d'occupation. Et c'est bien sur ce principe de fonctionnement et ces hypothèses d'occupation que sont calculés les 20 kWh par mètre carré par an. Après, sur votre question sur il y a 30 ans. Alors, monsieur, par contre, je pense que votre question a trait plutôt au logement. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que maîtriser l'énergie, la consommation énergétique dans un logement, c'est une question à part. C'est une question à part parce que le contrat qu'on a signé avec Unilever, quelque part, Unilever s'engage à dire, ok, s'il fait 26 l'été, j'ai pas le droit de dire quelque chose. Je peux pas critiquer. Ou alors, je peux peut-être demander un peu moins, mais je paierai. Cette approche-là, on peut pas l'avoir avec des occupants de logement, des propriétaires de logement. Par contre, on a autre chose, effectivement. On a de la pédagogie à faire. Donc, sur les immeubles récents livrés dernièrement, sur lesquels il y a des notions de bâtiments performants au niveau énergétique, par exemple, on installe des tablettes informatiques qui expliquent
comment le logement se comporte en termes de consommation. Vous avez tant de consommation dans la cuisine avec tel et tel équipement, telle consommation dans votre chambre, dans votre salon, etc. De façon à ce que vous soyez libre de choisir. Est-ce que ce niveau de consommation vous convient ? Et par ailleurs, on va vous dire, bon, si ça vous convient, ok, mais par contre, vous pourriez peut-être faire un petit peu d'économie quand même, peut-être en faisant fonctionner votre machine à laver un peu différemment. Par contre, revenir avec des équipements d'il y a 30 ans, il y a des travaux à faire pour améliorer votre bâtiment. Aujourd'hui, je pense qu'il faut changer un certain nombre d'équipements, réparer ceux qui existent, c'est peut-être un petit peu illusoire. Bon, on prolongera peut-être la discussion dans les coursives de World Efficiency tout à l'heure. Voilà, le timing est passé. Merci à tous les quatre pour vos témoignages sur ce projet du Green Office Rueil. La prochaine fois, on se retrouvera peut-être à Rueil pour apprécier le confort de ce bâtiment. Merci aux équipes de Bouygues qui m'ont aidé à organiser et à animer cette conférence. Merci à vous d'avoir assisté à ces échanges. Et si vous êtes sur le salon demain, je vous donne rendez-vous à 11h45. Il y a une autre conférence sur l'espace Rio avec un atelier sur le projet Nanterre Cœur de Quartier qui est un projet de quartier durable. Là encore, ce sera intéressant et on parlera d'énergie entre autres. Bonne soirée à tous. Au revoir.